Bonjour à tous mes chers auditores. Alors pour une fois, je suis pile à l'heure, je suis pile le bonjour parce que oui, cette année, me demande pas pourquoi, ça tombe le 22. Alors oui, me demande pas pourquoi parce que juste pour toi, je veux bien spécialement être alpiniste, chercheur, archéologue, historien, neurochirurgien, psychologue, sportif et cinéphile, mais astrologue, c'est pas encore une discipline que je maîtrise vraiment beaucoup. Même si je pense que c'est plus astronomique que astrologique, parce que je pense que ça va être par rapport à l'inclinaison de la Terre et de sa révolution, en sachant que du coup, en gros, l'automne, bah du coup, c'est comme le printemps, c'est le jour d'équinoxe, donc le jour où la nuit et le jour, ils font exactement la même durée, d'où le fait que finalement, je pense que la date peut changer un petit peu d'un ou deux jours. Ah, voilà, bref, tu vois, tu m'as encore trop poussé, j'en ai trop dit, et je vais devoir mettre mon CV à jour. Bien. Du coup, comme à chaque petite review, donc si t'es tout nouveau, sache que voilà, à chaque changement de saison, donc printemps, été, automne, hiver, donc du coup, j'essaye, quand j'oublie pas, d'essayer de faire en fait une espèce de petite review, en gros, mes petits conseils, films, podcasts, livres, applications ou autres. Je tourne un peu selon les inspirations que j'ai, selon si j'ai trouvé des trucs intéressants ou autres, mais il y en a toujours au moins deux, voire trois. Donc du coup voilà avec les petits conseils, les petits points positifs, négatifs, en sachant que c'est pas forcément toujours un truc orienté, tu vois, développement personnel, gestion du temps ou autre. Ça peut juste être, bah en gros voilà, c'est de la curiosité quoi. Et donc du coup on commence par le film. Alors, petite question, tu aimes McDo, tu aimes ses Big Macs, ses potatoes et ses Sundays? Ouais, mais est-ce que tu t'es déjà demandé d'où ça venait tout ça? Pourquoi est-ce que McDonald's, finalement, ça s'appelle comme ça, et pourquoi c'est devenu la plus grande chaîne de restauration de tous les temps de l'histoire? D'où elle vient? C'est quoi ses origines? Si ce genre de questions te taraude l'esprit sans non plus t'empêcher de dormir, je t'invite pour cette petite review à regarder le film Le Fondateur de John Lee Hancock, sorti en 2016, que tu peux voir sur à peu près tout. Alors donc, pour te résumer vite fait, en gros, on y voit les débuts modestes des restaurants McDonald's, qui en gros à la base est un tout petit drive-in et qui en l'espace de quelques années va devenir une espèce de monstre tentaculaire qui s'étend aux quatre coins du monde. Voilà, c'est en gros c'est un peu le pitch. Je vais essayer de pas spoiler au maximum, mais en gros voilà, c'est un peu en gros on te raconte l'histoire, mais vraiment du tout début quoi. Alors, les points positifs, les petits plus. Et ben en fait, le truc, c'est que ce que j'adore dans les films comme ça, parce que c'est un peu comme les films, tu vois, sur Steve Jobs, sur Apple, ou des trucs comme ça, c'est en gros, finalement, c'est des trucs qu'on utilise ou qu'on consomme tous les jours, mais en gros, la plupart du temps, on n'a jamais la profondeur d'esprit ou le recul de voir d'où est-ce que ça peut venir à la base, de comment ça se fait que c'est entre nos mains. En gros, je trouve ça fascinant parce que c'est un peu en gros comme si c'était la mythologie de nos objets du quotidien. En gros, voilà, chaque petit truc que dans les mains, il faut se dire que ça a percé dans l'esprit de quelqu'un qui a voulu le commercialiser, qui a fait toute une espèce de réaction en chaîne pour que ça arrive dans ta main. Voilà, donc ça c'est le petit plus déjà, c'est de se dire qu'en gros, bah c'est voilà, c'est ça, c'est un peu de se dire bah McDo tout le monde connaît, mais en gros d'où ça vient, pourquoi c'est arrivé là quoi. Alors du coup, l'autre plus, c'est qu'en gros, comme je t'ai dit, on le voit dès le début. En gros, on voit l'entreprise des McDonald's, puisque c'est le nom en fait des deux créateurs du restaurant. Donc du coup, qui dès le début ont déjà réfléchi et pensé pour être optimisés au maximum. D'ailleurs, l'une des scènes les plus marquantes, enfin pour moi, en gros, ils prennent tous les employés de la cuisine, puisque c'est un restaurant, ils mettent tous les cuisiniers sur un terrain de tennis, tu vois, un terrain en béton, et sur le sol, avec des craies, ils vont tracer les lignes de la cuisine. Et donc du coup, voilà, en disant, bah voilà, à tel endroit, ils font cuire les steaks, à tel endroit, ils font cuire les pains, à tel endroit, ils rajoutent la sauce ou autre. Et donc du coup, là, ils vont leur faire, voilà, mimer les actions, voilà, avec les différents moments où ils doivent se croiser ou se déplacer ou autre. Et donc du coup, en fait, le but, c'est que, au fur et à mesure, soit ils changent d'action, soit en gros, ils changent les tracés ou autre pour finalement, en fait, avoir au millimètre près une cuisine qui est vraiment optimisée pour que les actions, elles se croisent, mais sans jamais en rentrer en contradiction avec les uns avec les autres. En gros, sans jamais que personne soit obligé d'attendre une autre personne ou rentrer enfin, qui se rentre dedans, quoi. Voilà, donc du coup, je trouve que c'est une scène qui est vraiment amusante pour dire que, bah, en gros, ça commence bah, au milieu des années 50, je crois, ou des années, même un petit peu avant. Et donc, du coup, voilà, c'est pour se dire que déjà à cette époque-là, en gros, c'est eux qui ont mis les prémices, voilà, finalement, de tous les trucs, tu vois, un peu standardisés, optimisés qu'on voit. L'autre truc aussi, c'est qu'on y voit en fait aussi tout le concept de la franchise. Donc la franchise, si tu sais pas, c'est un peu finalement le concept de tous les McDo bien sûr, mais en gros de tout, bah, après tout ce que tu vois, en gros toutes les chaînes. Parce qu'en fait, derrière chaque chaîne, tu as une espèce de grand patron, donc qui est soit lui, celui qui a créé, soit si c'est passé quelques années, le PDG, quoi, celui qui a la tête.
Et en fait, dans chaque petite desserte locale, dans chaque petite boutique, on va dire, t'as voilà un gérant, en fait, t'as un franchisé, t'as quelqu'un qui en gros qui exploite le nom, mais en gros lui il est gérant, mais il exploite le nom, il est tout comme ça. Donc t'as ça par exemple pour les salles de sport, je sais pas des trucs comme Basic Fit ou voilà des gros trucs ou autres. En gros, t'as une espèce de centre, maintenant ça doit être Europe voire monde, donc du coup tu vois une espèce de siège qui a voilà un cahier des charges en disant bah voilà il faut ça minimum. Et après du coup voilà libre à toi si tu es en gros voilà tu achètes une franchise dans le sens où bah voilà en gros tu achètes l'image de marque de Basic Fit, mais après du coup tu peux l'exploiter toi à ton propre compte en ayant forcément des comptes à rendre par rapport à la franchise. Donc du coup ça montre les avantages, mais surtout en gros les inconvénients. D'ailleurs si tu veux lancer une franchise ou si tu connais quelqu'un qui veut en acheter une ou autre, il se doit de voir ce film parce qu'en gros ça va vraiment te montrer tous les mécanismes de comment voilà mettre une franchise. Parce que en gros finalement quand tu aimes bien ça c'est la base comment de la franchisation, enfin le développement des franchises, dans le sens où en gros voilà, c'est de dire c'est la standardisation, c'est l'uniformisation, oui on va dire ça. En gros voilà, tu vois, c'est de se dire que dans un, je sais pas, dans un Big Mac, il y a deux cornichons, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas un, il y en a deux, tu vois, pour qu'ils soient tous pareils, pour qu'en gros, finalement, si après c'est l'image de marque de McDo, de en gros, tu peux aller n'importe où dans le monde, même si après t'as des trucs qui changent. Par exemple, je crois peut-être me tromper, mais je crois que c'est le Big Mac que tu dois avoir dans tous les pays du monde. Et donc du coup, en gros, le but c'est que peu importe où tu sois sur la planète, ton Big Mac, il est toujours le même goût, qu'il est toujours voilà, avec les mêmes ingrédients, avec le même nombre d'ingrédients. Ouais. Donc du coup, voilà, vraiment cette histoire de standardisation. Donc du coup, voilà, tous les mécanismes et surtout toutes les dérives à prévoir. Donc je te spoil pas le film, tu verras. Donc du coup, forcément, comme tu délègues, tu as toujours une espèce de genre où, truc où les gens ils partent un peu en freestyle. Et donc du coup, c'est aussi le truc à savoir gérer. Maintenant, du coup, les points négatifs. Alors, encore une fois, c'est vraiment une success story à l'américaine. En gros, tu vois, c'est un mec, il part de rien, il est presque fauché, il passe sa vie sur les routes à vendre des machines, tu vois, que personne ne veut. Et voilà, en gros, ça devient l'un des hommes les plus riches et les plus populaires du monde, tu vois. Donc du coup, je pense que en gros, c'est ça, tu vois, déjà, tu vois, c'est un peu le truc un peu surfait, tu vois, c'est un peu le truc à l'américaine de believe in your dreams, tu sais, genre voilà, tu connais tout, tu commences tout en bas et voilà, force de travail et tu finis par y arriver. Mais ce qu'il y a encore plus, et là c'est vraiment, je pense, le point négatif, en gros, c'est que c'est l'apologie de l'ivresse, de la richesse et du succès. Parce que Ray Kroc, donc, qui est le PDG, qui est en gros le mec qui va vraiment le développer, d'ailleurs, si tu sais pas d'où venaient tous les noms un peu, tu sais, en Kroc chez McDo, maintenant tu sais d'où ça vient, même si Kroc, là, ça s'écrit K-R-O-C. Mais donc, tu vois, là, tu y as l'idée, les chiens font pas des chats. Donc du coup, même s'il commence, tu vois, simplement, en gros, dès qu'il a mis le doigt sur le concept de restaurant des frères McDonald's, en gros, il voit plus que profit, il voit plus que l'optimisation, il voit plus que voilà, l'espèce de truc à développer d'un point de vue au moins national, voire planétaire, quoi. Et du coup, il va réussir, certes, puisque voilà, ça raconte comme l'histoire de McDo, même si je pense qu'il y a un petit côté romancé, mais aux dépens de sa famille, de ses amis, de ses collaborateurs et même des lois morales. Parce qu'en gros, il va être prêt à tout au sens littéral du terme pour réussir. Tu sais, c'est vraiment le cliché, en gros, de celui qui réussit en s'élevant sur le cadavre des autres, tu vois. Donc du coup, il y a vraiment cet aspect, tu vois, vraiment très mercantiliste, tu vois, genre en mode, genre, il y a que le profit, il y a que la réussite qui compte, et genre, peu importe le prix, tu vois, t'es prêt à tout bafouer, à escroquer les autres ou autre, juste pour y arriver, quoi. Mais donc du coup, pour conclure, je dirais que ce genre d'histoire qui en gros permet de mieux appréhender le monde et de comprendre finalement bah, pourquoi, parce que tu sais, maintenant on a, après, même si je sais que ça fait vachement discours écolo, et justement je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de recul là-dessus. Tu sais, le fameux truc, ouais, voilà, c'est la richesse, c'est l'argent qui dirige le monde. Bah du coup, en gros, là, ça permet de comprendre, en gros, pourquoi est-ce que c'est l'argent qui dirige le monde, parce qu'en fait, tu te rends compte que la base du monde, la base de la société, donc voilà, même il y a 50 ou 60 ans en arrière, c'était, parce qu'on va dire que c'est le moment où vraiment nos sociétés modernes, elles ont commencé à se développer, tu vois, à peu près après la guerre, donc ouais, même 70 ans. Donc tu vois, du coup, c'est à partir de ce moment-là où en gros, elles se sont déjà basées sur cette recherche de richesse, cette idée de capitalisme impitoyable où tu es prêt à tout pour écraser les autres. Donc du coup, forcément, je pense que maintenant, tout doucement, on commence à arriver à une société, tu vois, où, je sais pas, même des grandes marques, tu vois, elles commencent à faire des trucs éco-responsables, où on arrête de le délocaliser en Chine, tu vois, mais tout doucement. Mais en gros, finalement, si c'est tellement ancré, c'est parce que, bah, en gros, notre société moderne, elle s'est basée sur des entreprises type de celle-là. McDo, ça a été un des premiers trucs, voilà, qui a vraiment exploité la franchise puissance 10, la standardisation puissance 10, un peu façon comme Ford l'avait fait un peu avant lui, mais voilà, c'est un peu le truc.
Donc du coup, voilà, je pense que ça permet aussi de mieux comprendre finalement comment la société en est arrivée là, parce que finalement, elle s'est basée là-dessus. Alors, je sais que je me suis un petit peu attardé sur le film, mais du coup, normalement, ça devrait être un peu plus rapide pour le reste. Quoique, non, mes pages, c'est marqué 3 sur 7, alors c'est pas vrai du tout. Alors, du coup, maintenant, le podcast. Alors, le podcast que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Aujourd'hui l'Histoire. Alors, c'est un podcast de Radio-Canada. Donc, oui, c'est au Canada parce que on parle français au Canada et qu'il y a vraiment de très très bons sujets parce qu'il y a vraiment, on va dire, à certains égards, c'est une espèce de regard extérieur. Tu vois, même s'ils traitent quand même des sujets de la France, tu as quand même un regard un peu, tu vois, un peu distant, quoi. Donc du coup, c'est un podcast qui existe depuis le 15 septembre 2015. Donc tu vois, c'est déjà un petit un mec qui sont déjà depuis un petit moment. Et avec quasiment un épisode par jour, soit au moment où j'enregistre 1045 épisodes. Voilà, donc tu vois, tu as déjà de la réserve. Alors donc le concept, il est très simple. En gros, c'est mieux comprendre l'histoire. Parce que du coup, mieux comprendre l'histoire, c'est mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et finalement, on le comprend mieux parce que finalement, on voit d'où il vient et pourquoi les choses, elles en sont là. Pourquoi on te dit, voilà, il y a un personnage qui est célèbre. Pourquoi il est célèbre, pourquoi il est controversé ou autre. C'est un peu comme, tu sais, le podcast que je t'ai présenté dans la review d'été 2021 qui était Expliquez-nous le monde. Sauf que dans Expliquez-nous le monde, on se focalisait plus sur une espèce de. Un fait de société. Donc là, c'est plus, en gros, on parle d'histoire, tu vois. On reprend, je sais pas, par exemple, la chute de la prise de la Bastille, voilà, tu vois, des éléments un peu comme ça, et voilà, on décortique, on t'explique finalement. Alors, maintenant, les plus. Alors, le premier plus, surtout, c'est sa durée. Parce qu'en gros, quand on parle d'histoire, on a vite fait de vouloir tout traiter, et en fait, finalement, pour avoir une vision la plus complète possible, la plus globale possible, pour mieux appréhender du coup le sujet, et finalement, on se retrouve vite avec des épisodes qui font 45 minutes, 1 heure, voire 2-3 heures, quoi. Alors oui, du coup, c'est super intéressant, mais ça peut être lourd à consommer. Parce que par exemple, si tu écoutes des podcasts, par exemple pendant tes trajets, comme la majorité des gens, en gros, tu fais ça, je sais pas, par exemple, tu as, on va dire, 30 minutes de transport. Et du coup, si tu as 30 minutes de transport avec des épisodes qui font 2-3 heures, en gros, il va te falloir plusieurs jours juste pour finir l'épisode en essayant de pas trop perdre le fil. Alors que là, en gros, tous les épisodes, ils font exactement 23 minutes. 23 minutes et pas une seule seconde de plus. Alors je pense que ça vient sûrement du fait que comme c'est une émission sur une chaîne de radio, en gros ils ont un créneau précis de 23 minutes à pas dépasser, donc du coup il faut qu'ils fassent tout tenir dedans. Voilà, donc déjà premier point intéressant, c'est déjà sa durée, tu vois, c'est déjà un truc qui est concis, ça traite des sujets en on va dire quasiment le temps que t'es pas tel quiz, quoi. Voilà, ensuite l'autre point positif c'est en gros la diversité des sujets. Parce que on va dire que je dirais bien en fait, pour moi la plupart des podcasts que j'écoute en histoire, t'as toujours un truc tu sais, soit ils sont un peu focus sur les côtés un peu sombres, ou soit un peu plus sur la bureaucratie, ou soit plus sur un personnage, sa vie, plutôt que le contexte qu'il y a autour. Alors que là, finalement, tu as des sujets qui vont de la mort de Diana, des tsars, de la guerre de Corée, de la chute de l'Empire aztèque. Tu vois, en fait, vraiment, ça rebondit un peu partout, dans le monde entier, à toutes les époques, sur tous les trucs. Tu as des trucs où c'est du cinéma, de la culture, il y a même c'est de l'hydroélectricité, tu vois, ça part vraiment un peu dans tous les sens. Et donc du coup, je pense autant de sujets divers et variés qui en gros te permettent finalement de cultiver ta curiosité et aussi en gros, accessoirement, de pouvoir briller en société, tu sais, en glissant un petit truc, tu vois, genre ouais, tu vois, j'ai de la culture un peu sur tout, tu vois. Voilà, mais je pense que c'est pas le concept premier, mais voilà, en gros, même moi, tu vois, il y a des fois des sujets, je dis, ça va être long, tu sais, genre, ça va être des trucs qui vont être lourds. Et finalement, non, même si ça me plaisait pas particulièrement au début, tu vois, ils avaient quand même à bien te l'amener ou autre, à bien te remettre dedans. En gros, en plus, la plupart du temps, c'est sous la forme d'interviews. Donc, ils interviewent souvent par exemple un professeur ou un chercheur ou autre qui est assez spécialisé dans le domaine. Donc, souvent, c'est soit des grandes écoles, soit c'est un mec par exemple qui a fait une thèse dessus ou autre, donc qui est vraiment, qui est vraiment comme pointilleux dessus. Et donc, du coup, le fait que ce soit une interview, en gros, du coup, ça donne un ton qui est beaucoup moins monotone que par exemple le discours de quelqu'un qui parle tout seul. Tu vois, même si moi j'essaie de mettre du ton, ça n'empêche que tu vois, quand je parle tout seul, c'est rare que je sais pas, on sente que le ton il vient de plus léger, que je rigole ou autre, parce que forcément il n'y a pas d'interaction ou autre. Ce qui est un avantage, le fait que là ce soit des interviews. Bref, du coup, je pense que c'est vraiment un podcast sur lequel je suis tombé par hasard et que j'aime vraiment beaucoup. Mais, et oui, parce que là, il y a des sacrés points négatifs. Déjà, mais c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est un tout petit bémol, c'est qu'en gros, c'est un podcast canadien. Donc du coup, il y a parfois des expressions qui sont propres au Canada et qui, du coup, juste sur le coup, après coup, t'arrives vite à retomber sur tes pawottes,
Mais tu sais, dans la phrase, il y a un mot que tu comprends pas ou une expression et de ça. Donc du coup, le temps que tu essaies un peu de rechoper le reste de la phrase pour comprendre grosso modo ce que c'est cette expression-là, du coup, tu perds un petit peu de compréhension. C'est la seule chose. Mais sinon, ça achète pas vraiment. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est vraiment un tout petit bémol. Un tout petit bémol, pardon. Ensuite, l'autre chose, c'est que parfois, il parle d'un personnage qui est illustre au Canada, mais qui est complètement inconnu en France. Et donc, du coup, souvent, ils prennent pas le temps d'expliquer exactement qui c'est cette personne, qu'est-ce que c'est son histoire, qu'est-ce que c'est ses hauts faits ou autre. N'importe quoi, si par exemple, il s'intéresse à un grand homme politique sur, bah, voilà, je sais pas, une loi ou un décret qu'il a passé ou autre, plus que le fait que ça ne nous concerne pas directement parce que tu vois, c'est pas vraiment l'histoire en France, je parle juste pour la France métropolitaine. Genre, en plus de ça, tu vois, c'est comme ils le définissent pas parce que pour eux ça paraît tellement commun, tellement banal, du coup, des fois, t'es un peu perdu, tu vois, tu sais, je pense que du coup, tu perds un petit peu parce que du coup, c'est une espèce de lacune qui est un peu trop importante pour comprendre le sujet parce qu'en gros, tu sais pas vraiment de qui on parle. C'est un peu la même chose que si en France, je sais pas, par exemple, on parle de je sais pas, par exemple, Napoléon quand il a mis en place le bac, enfin, tu vois, le baccalauréat ou autre, tu vas pas, si tu fais un épisode là-dessus, tu vas pas, de 20 minutes, tu vas pas passer 10 ou 15 minutes à expliquer qui c'est Napoléon. Parce qu'en France, en France métropolitaine, tout le monde quasiment sait qui c'est. Donc du coup, tu vois, on ferait juste les clips en disant, bah voilà, à telle époque, bah, Napoléon il a fait ça, et hop, là on trouverait directement le sujet. Donc du coup, c'est vrai que il y a des moments où ça fait un peu ça, tu sais, il le cite, et hop, il rentre dans le sujet, et t'es en mode, mais c'est qui ce mec-là? Et après seulement, tu comprends, tu vois derrière, par exemple, Napoléon, tu vois, tu comprendrais que c'est un homme politique ou autre, s'il fait des décrets ou autre, que c'est un militaire, s'il parle de bataille ou autre. Donc là, c'est un peu pareil, tu retombes un peu sur tes pattes derrière, mais du coup, je pense que tu perds un petit peu de fluidité. Et enfin, le principal point négatif, c'est que c'est une radio. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire que c'est encore nos petites guéguerres fratricides entre radio et podcast indépendants. Tu vas dire que je les critique parce que eux, ils ont les moyens et la visibilité, alors que moi, je suis tout seul dans mon coin, quasiment en slip. Non, en fait, je les critique parce que depuis septembre 2021, donc depuis septembre de là, en gros, ils ont agi comme un média borné, fermé et sûr de sa popularité. Je m'explique. En gros, jusqu'à présent, ils diffusaient leur podcast. Bah, si je suis tombé dessus, c'est en fait ils les diffusent sur les différentes plateformes. Tu vois, ils mettent leur flux RSS et donc du coup, même les plateformes entre elles, elles se piochent les unes les autres. Ou alors tu passes par tu passes par des plateformes qui les diffusent un peu partout. Par exemple, moi, j'utilise encore, tu vois, qui s'occupe de les diffuser sur toutes les différentes plateformes d'où tu peux m'écouter. Donc du coup, jusqu'à présent, ils faisaient ça. Donc ils ont laissé à la rigueur leurs anciens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te le conseille, parce que finalement, avec presque 15 jours de contenu non-stop, il y a de la réserve. Bah oui, parce que j'ai dit combien? Plus de 1000 épisodes de 23 minutes, bah voilà, t'as vite fait le calcul. Donc du coup, voilà, t'as quand même de la réserve à utiliser. Mais en gros, les nouveaux, ils les diffusent plus que sur leur plateforme. Et donc du coup, leur plateforme, qui forcément, bah en plus Radio-Canada ou autre, je veux dire, je sais pas, c'est pas comme si c'était un gros truc, tu vois, même si je me doute, je manque pas de respect aux Canadiens, je me doute que c'est quand même un très gros truc, mais tu vois, genre, en gros, ça peut pas rivaliser avec un Google Podcast, un Spotify, ou bah, finalement des plateformes qu'on écoute déjà tous, qui sont présentes depuis longtemps. Du coup, elle a des bugs, elle a beaucoup de pubs, elle nécessite de créer un compte, elle ne permet pas de téléchargement hors ligne ou autre, etc. Donc du coup, même moi, j'ai essayé de les regarder parce que bah, finalement, c'était dommage. Moi, je voulais bien essayer de continuer. Et voilà, même dans les avis, les mecs, ils les démontaient en disant, bah voilà, en gros, les gens se faisaient violence pour pouvoir genre supporter tout ça juste parce qu'en gros, ils aimaient bien les émissions, quoi. Mais c'était vraiment un revers de la médaille dur à payer, quoi. Bref, en gros, ils ont voulu privatiser leur podcast et je trouve que c'est bien dommage parce que du coup, tu vois, en fait, ça casse, bah, en gros, cet aspect de tout le monde peut l'écouter, tu vois. Là, forcément, ils veulent avoir un truc parce que c'est un peu comme, en gros, c'est un peu comme tous les créateurs, tu sais, on veut plus ou moins t'attirer chez nous, tu vois, vers le blog ou vers voilà, des vidéos, des chaînes YouTube ou autre, parce que bah voilà, tu connais les gens, en plus tu as plus de métriques, tu peux savoir voilà, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils font ou autre, ce que t'as pas forcément, surtout dans un truc comme le podcast où ça se diffuse partout. Autant YouTube, tu vois, finalement, c'est que ça reste quand même une plateforme vidéo, il n'y en a pas tant que ça pour rivaliser, quoi. Ou alors même si elles rivalisent, limite elles sont exportées de YouTube, quoi, donc t'as quand même une belle visibilité. Mais donc du coup là c'est ça, c'est qu'en fait ils ont voulu le privatiser. Je sais que Radio France avait fait ça aussi pendant un moment. Et donc du coup en gros ça casse le truc parce que t'as plein de gens qui même s'ils font l'effort, si la plateforme elle marche pas du feu de Dieu, ce qui est souvent rare parce que elle commence un peu à faire ses armes. Donc du coup voilà elle empathie un peu. Voilà, je pense que c'est le gros point négatif que j'ai là-dessus. Mais si malgré tout tu veux les écouter à partir de maintenant, donc à partir de septembre 2021, sauf s'ils mettent tous les épisodes d'avant, auquel cas ce serait vraiment dommage.
Donc du coup, ce sera sur l'application Radio-Canada. Voilà, et enfin le livre. Donc le livre, c'est Le Cygne Noir de Nassim Nicolas Taleb, qui est sorti en 2007. Alors en fait, le concept du livre, c'est de t'expliquer ce qu'est un cygne noir. Je vais te spoiler tout de suite. Un cygne noir, en gros, c'est une chose qui est hautement improbable et qui, en gros, a des changements radicaux sur tout son environnement. Le meilleur exemple, je crois qu'il le cite. Je sais pas, parce que j'ai une édition d'après, donc je me doute s'il l'a pas cité. Je pense que le meilleur exemple, c'est le. Oui, forcément, parce que c'est en 2001. Donc oui, je crois qu'il l'a cité. Le meilleur exemple, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, ça a choqué le monde parce que c'était improbable, c'était inimaginable. D'ailleurs, genre quand tu regardes voilà, un peu les reportages et tout ça, tant qu'il n'y a pas un deuxième avion qui est venu s'écraser, tout le monde était persuadé que c'était un accident. Parce que c'était tellement improbable, c'était impossible que ce soit un attentat. Personne jamais avait envoyé un avion s'écraser dans une tour. Les peu de fois où c'est arrivé, c'était voilà, des mecs qui s'étaient perdus, ou c'était un accident, ou voilà, c'était un crash involontaire, quoi. Donc du coup, voilà, c'est vraiment le meilleur exemple d'un signe noir. Ça, c'est voilà, c'est un événement qui est hautement improbable, tellement improbable que personne ne l'avait anticipé. Et donc du coup, voilà, qui a eu d'énormes conséquences, bah là, on est fait sur le monde, quoi. Enfin, donc en gros, ça, c'est ça tout le principe du livre. Alors, les plus, c'est de se laisser surprendre par l'imprévisible. En gros, de lui laisser la place dans sa vie et dans ses projets. En gros, de laisser les opportunités apparaître en gardant une espèce de part d'incertitude et de savoir voilà, saisir les opportunités quand elles se présentent. Parce que saisir les opportunités, en gros, c'est vrai que là, je crois qu'il cite Kodak, en gros, c'est de ne pas être réfractaire au changement, mais plutôt que de l'accepter et d'évoluer avec lui et de continuer à vivre. Genre, tu ne veux pas vivre dans un je sais pas, par exemple, surtout par exemple, tu reprends l'exemple du World Trade Center, genre toutes les grandes entreprises avaient leur siège et de ça là-haut. Tu peux pas dire une fois qu'il n'y a plus de tour, ah bah non c'est tout, je continue à envoyer mes commerciaux là-haut, tu vois, ça n'a pas de sens. Il faut que si le monde il change, même s'il change radicalement, il faut que tu changes avec lui. L'autre point positif aussi, en gros, c'est que ça t'apprend à garder une certaine distance avec les certitudes, les experts ou les idées toutes faites. Parce qu'en gros, on te dit que finalement, les experts, ils sont experts du présent et encore parce qu'ils s'appuient sur le passé. Mais comme le passé ne peut pas prédire le futur, du coup, tu vois, ils critiquent quand même pas mal les experts en disant que ils peuvent pas dire grand-chose et tout ça, et que la majorité des trucs, en gros, c'est juste des statistiques, tu vois. Et que je crois même qu'il dit qu'il était statisticien, pardon, et qu'il a fini par arrêter parce qu'il se rendait compte qu'en gros, c'était une foutaise, quoi. C'était juste des chiffres pour des chiffres. Parce qu'en gros, les statistiques, c'est juste de se dire, eh ben, on va essayer de prédire ce qui va se passer, vraiment ce qui s'est passé, juste en étudiant les chiffres et tout ça. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment jouer avec les chiffres, quoi. Et c'est que voilà, même par rapport au passé, en gros, on essaie d'expliquer voilà, des événements, je sais pas, des catastrophes, des guerres ou autre, avec un enchaînement, tu vois, une espèce de truc de cause à effet. Mais dit des fois, il n'y a pas forcément de cause à effet où voilà, il te faut parfois des années ou voilà, le super, sûrement voilà, des dizaines d'années ou autre pour comprendre ce qui a provoqué. Tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, le Concorde ou le Titanic. Genre, il a fallu, je sais pas combien d'années d'études derrière pour savoir pourquoi est-ce qu'il avait coulé, ce qui s'était passé vraiment, tu vois. Donc, du coup, tu vois, même sur le passé, on n'est pas vraiment sûr et tout ça. Donc, du coup, c'est pour se dire que dans le futur, c'est encore pire parce qu'à rien, il peut tout faire basculer. Et il dit que par exemple, pour lui, la plus grande escroquerie, c'était les experts en météo. Parce que dans les experts en météo, tu as le fameux effet papillon. Tu sais, je ne sais plus de la formulation exacte, mais en gros, c'est un battement d'aile à Tokyo peut déclencher une tornade à New York. Tu vois, c'est en gros, genre, le moindre petit changement d'un côté, ça peut radicalement, voilà, provoquer des catastrophes à l'autre bout du monde. Et donc, du coup, il en riait un peu en disant, genre, comment est-ce que, à partir de ça, tu peux dire que tu es expert en météo, puisque de toute façon, c'est sûrement une des sciences, enfin, ouais, tu m'as compris, genre une des sciences ou autres que tu peux le moins prévoir, quoi, et du coup, qui peut avoir des effets, voilà, exponentiels dans un sens ou dans l'autre, quoi. Donc du coup, c'est aussi bien parce que je pense que ça permet aussi de s'émerveiller de l'unicité de chaque chose et de chaque moment, parce qu'en gros, c'est de se dire que, en gros, voilà, chaque chose, elle est là pour, des fois, elle arrive par une espèce de suite improbable de coïncidences. J'en parlais d'ailleurs dans l'épisode de la semaine prochaine avec l'effet domino. Donc du coup, tu vois, c'est improbable que ça arrive et pourtant ça arrive et ça fait des changements radicaux. Donc du coup, tu vois, ça te permet de s'émerveiller voilà, de chaque petite chose et de chaque moment en te disant que voilà, chaque moment, plus ou moins, c'est la seule chose dont tu es sûr parce que le passé, c'est encore plus ou moins, tu essaies encore d'essayer de l'expliquer, le futur, c'est un néant total parce que ça peut changer du tout au tout. Donc du coup, en gros, tu vois, ça t'apprend aussi un peu à relativiser sur le monde présent. Alors, les points négatifs, comme bien des livres de dev perso, et surtout celui-là, il fait pas exception, en gros, c'est 400 pages, encore si tu comptes les annexes, il y en a au moins 500, juste pour te dire quelque chose qui pourrait tenir en 25.
Après, c'est juste rabâché, c'est amené d'un autre point de vue, c'est nourri avec des exemples ou autre. Il y a deux explications, deux utilités à ce type de comportement. Donc la première, c'est une utilité pratique. En gros, les libraires, ils préfèrent un livre de 500 pages parce que tu sais, pour mettre en tête de gondole ou autre, ou pour vendre, tu vois, ça fait toujours mieux, tu vois, d'avoir un gros bouquin, un gros pavé, plutôt que... C'est pour ça que les romans, ils sont tellement énormes ou autre, et que c'est la première chose que tu vois quand tu rentres dans une librairie. Parce que finalement, tu sais, maintenant, ça commence à se démocratiser forcément, parce qu'il y en a plein qui font de l'autopublication ou autre, donc du coup, qui passent moins par des éditeurs. Mais donc du coup, forcément, on va dire qu'en dessous de 100 pages, genre t'as l'impression que c'est un feuillet, quoi. Limite, à moins que ce soit moins de 10 euros, limite tu ne mettrais pas, je sais pas, genre 20 euros ou 30 euros dans un livre qui fait 60 pages, quoi. Même, voilà, il faudrait vraiment que tu vois l'auteur, il était vraiment sur l'idée que tu veux, et encore même, il faudrait sûrement qu'il soit déjà connu avant, qu'il soit déjà reconnu, quoi. Donc, du coup, tu vois, c'est le côté pratique, et puis aussi, même pour l'auteur, ça fait plus sérieux d'avoir un gros bouquin, parce que du coup, c'est un peu comme si c'était une espèce de mini-thèse, tu vois, ça fait un, tu vois, c'est une question d'ego, mais tu vois, c'est toujours mieux quand t'as un truc un peu plus concis, quoi. Plus imposant, pardon, justement. Et ensuite, tu as un comportement idéologique, parce qu'en gros, quand on te martèle les mêmes idées pendant des pages et des pages, bah, du coup, ça reste gravé en toi de manière presque indélébile. Parce que pour te dire, ce livre-là, je l'ai lu, j'ai commencé à le lire. euh, C'était simple, c'était en, en novembre 2019. Et je l'ai fini juste parce que c'était le Covid et que du coup j'avais du temps à faire. Mais genre j'ai passé du temps. Donc du coup ça fait quoi? Ça fait quasiment 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans quoi. Et je me souviens encore du bouquin parce que voilà, ça m'a tellement martelé que du coup, au moins l'idée principale, c'est bon, elle a eu un impact et donc du coup je l'ai retenu. Parce qu'en gros, un livre, il a toujours plus d'impact que une vidéo pour retenir une information. Parce qu'en gros, on te la martèle pendant des pages et des pages et des pages, ça inscrit vraiment dans ton cerveau, plus que juste une vidéo, juste quelque chose qui défile devant tes yeux, qui est une information juste à traiter. Donc du coup, en gros, je trouve que le problème, c'est que ça fait un pavé énorme pour une idée finalement assez simple à comprendre, puisque finalement, l'idée, je te l'ai résumée en une ligne au début de cette review, livre. L'autre point négatif, c'est qu'en gros, pour le lire, il faut être courageux et motivé. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de concepts qui sont compliqués, il y a des maths, il y a des mots compliqués, tout ça. C'est-à-dire, c'est tellement compliqué qu'il y a 40 pages de glossaire à la fin pour expliquer les différents concepts et les idées qui ont été développés dans le livre, sur lesquels le livre il s'est appuyé. Donc tu vois, en gros, c'est genre, genre t'as un glossaire pour comprendre la base sur lequel le livre s'est construit. Tu vois, ça donne un peu dessus. Et donc du coup, même dans le glossaire, tu as des schémas, des courbes, des définitions, voilà, des concepts expliqués ou autres, des visions. Donc du coup, là, c'est un truc assez costaud. Donc du coup, je pense que c'est un livre qui vaut le coup d'être lu, parce que c'est une idée qui est très très intéressante. Et voilà, de une signe noir et tout ça, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Il faut vraiment, je pense, même si ça ne nous sert pas, même si ça ne nous guide pas, il faut l'avoir dans un coin de sa tête. Donc je pense que ça pourra toujours servir. Mais c'est un bouquin qui peut être mis du coup entre les mains que de ceux qui ont la motivation d'aller jusqu'au bout des choses, parce qu'il y a un moment où t'es perdu, mais des calculs et tout ça. Genre, t'as l'impression que c'est la branlette intellectuelle, juste mettre des pages pour mettre des pages, quoi. Mais donc, du coup, voilà, je pense que pour ceux qui ont la motivation d'aller au bout des choses, ou pour ceux qui aiment un peu changer leur intellect, tu vois, qui aiment un peu remettre en cause les fondements même de la réflexion, je pense que du coup, ça peut être d'autant plus intéressant pour eux. Voilà, donc du coup, c'est tout pour cette longue review d'automne 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle t'aura plu, pardon, je sais pas pourquoi je te fous à la fin. Alors comme toujours, si tu as des idées de films, de livres, de podcasts, d'applications ou autres, n'hésite pas à les partager donc via Facebook, Insta, mail ou autre. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que dans moins d'un mois, dans 2 semaines d'ailleurs même, le podcast il a fêté ses 3 ans et que du coup, pour l'occasion, même si les années d'avant c'était un petit peu chou blanc, c'était un petit peu un vent total, personne ne m'avait répondu, je réitère la proposition de FAQ, si ça te tente, s'il y en a que ça tente ou autre. Donc n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux sur moi, sur le podcast, sur la gestion du temps, sur autre, peu importe, via Facebook, Insta et par mail. Donc du coup, là, c'est dans le créneau des 2 prochaines semaines, donc jusqu'à début octobre. Donc du coup, voilà, si tu as moins de trucs qui te passent par la tête, n'hésite pas. Du coup, moi je te dis merci de m'avoir écouté et je vous dis bonne automne à tous. Ciao.